La Russie a maintenant divulgué publiquement l'ampleur de son activité en crypto-monnaie. Le ministère des Finances estime que les transactions en crypto-monnaie totalisent environ 50 milliards de roubles par jour, ce qui équivaut à environ 650 millions de dollars. Que se passe-t-il lorsqu'un pays peut encore vendre du pétrole, miner du Bitcoin et commercer avec ses partenaires, mais que les voies bancaires qui l'entourent commencent à se figer? Soudain, la crypto cesse de ressembler à un pari risqué en ligne et commence à devenir quelque chose de bien plus grand, une banque sans porte. Quand les portes bancaires ont commencé à se fermer. L'histoire commence par la pression, pas par la panique. Les entreprises russes devaient toujours payer leurs fournisseurs, recevoir de l'argent et maintenir le commerce en mouvement. Mais les circuits bancaires habituels devenaient de plus en plus difficiles à utiliser. Après les sanctions, de nombreuses banques étrangères sont devenues plus prudentes vis-à-vis des paiements liés à la Russie, par crainte de sanctions secondaires. Cela a affecté le commerce avec des pays comme la Chine et la Turquie, où même des paiements commerciaux ordinaires pouvaient subir des retards, des contrôles supplémentaires ou des blocages soudains. C'est le meilleur endroit pour expliquer clairement le problème principal. L'ancienne voie bancaire n'était plus fluide. La Russie n'essayait pas d'utiliser la crypto comme monnaie du quotidien à l'intérieur du pays, mais le commerce extérieur créait un défi différent. Si les banques devenaient lentes, nerveuses ou bloquées, les entreprises avaient besoin d'un autre moyen de régler les paiements internationaux. Sous cette pression, la crypto a commencé à ressembler moins à un actif spéculatif et davantage à un rail financier de secours. L'expérience qui a changé la donne. Puis est venu le changement légal. En juillet 2024, les législateurs russes ont approuvé une loi permettant aux entreprises d'utiliser les crypto-monnaies pour le commerce international. Ce détail compte car il a fait passer la crypto d'une solution de contournement privé à une expérience officielle. L'objectif n'était pas de remplacer le rouble dans les magasins russes. L'accent était mis sur le commerce transfrontalier, là où la pression était la plus forte. La Banque de Russie a également soutenu un système juridique expérimental pour ces règlements. En termes simples, les exportateurs et importateurs pouvaient tester les actifs numériques pour le commerce extérieur sous supervision officielle. Cela a rendu l'histoire plus importante que quelques entreprises tentant des astuces de paiement secrètes. L'État créait désormais un espace contrôlé où la crypto pouvait fonctionner comme un outil de paiement. Et une fois cette porte ouverte, la question suivante devenait claire. D'où viendrait la crypto? Le minage devient plus qu'un simple minage. La réponse bourdonnait déjà à l'intérieur d'entrepôts remplis de machines. La Russie est l'un des principaux pays mineurs de crypto au monde, et après les changements légaux, le minage a commencé à paraître plus important. Ce n'était plus seulement une industrie secondaire créant des pièces pour les commerçants. Elle est devenue une source possible de valeur numérique pouvant traverser les frontières. En décembre 2024, le ministre russe des Finances, Anton Siluanov, a déclaré que des entreprises utilisaient déjà du Bitcoin miné en Russie dans le commerce extérieur. C'est le meilleur endroit pour mentionner le Bitcoin miné, car cela relie directement le minage au paiement réel. L'électricité s'est transformée en puissance de calcul. La puissance de calcul s'est transformée en Bitcoin, et le Bitcoin est devenu une voie possible pour les transactions internationales. À ce stade, la crypto ne se contentait plus de rester dans des portefeuilles. Elle entrait dans le monde des factures, du fret et des règlements commerciaux. Le Bitcoin entre dans le commerce extérieur. Une fois le moteur du minage lancé, l'étape suivante fut le mouvement. La crypto ne devient importante dans cette histoire que lorsqu'elle quitte le portefeuille et entre dans de véritables transactions. Après que les nouvelles lois ont autorisé les actifs numériques pour les règlements internationaux, certaines entreprises russes ont eu une autre option pour les paiements commerciaux. Un acheteur pouvait payer via un actif numérique, un vendeur pouvait recevoir la valeur, et une transaction pouvait se poursuivre sans dépendre entièrement de l'approbation bancaire traditionnelle. C'était le changement important. Le Bitcoin n'était plus seulement un symbole de rébellion contre les banques. Dans ce cas, il agissait comme un rail de règlement aux côtés du système bancaire. Pétrole, crypto et l'intermédiaire silencieux.
L'histoire se déplace maintenant des entrepôts de minage vers les pétroliers. C'est le meilleur endroit pour mentionner le pétrole, car cela montre la crypto entrant dans une industrie à haute valeur, pas seulement dans de petits accords privés. Selon le script, la Russie a utilisé le Bitcoin, l'Ether et le Tether dans une partie de son commerce pétrolier avec la Chine et l'Inde. Le processus n'était pas toujours direct. Dans certains cas, les acheteurs payaient en yuan ou en roupies. Des intermédiaires convertissaient ensuite cette valeur via la crypto et l'argent parvenait finalement à la Russie en roubles. Cela ne signifie pas que la crypto a remplacé tout le commerce pétrolier. Cela restait une petite partie du commerce pétrolier plus large de la Russie. Mais même un petit rôle compte lorsque le produit est le pétrole, car le pétrole est l'un des plus grands flux d'argent au monde. Ici, la crypto commence à ressembler à un intermédiaire silencieux. Le pétrole traverse la mer, le paiement passe par des rails numériques et l'ancien système bancaire n'est plus la seule voie. La nouvelle boîte a outils de paiement parallèle. Mais la crypto n'était pas le seul outil utilisé. Le système de contournement russe comprenait aussi le netting, l'or, les monnaies nationales et d'autres méthodes de paiement alternatives. C'est le meilleur endroit pour expliquer cette boîte à outils plus large, car cela montre que le système n'était pas construit sur une seule astuce. Le netting signifie que les entreprises équilibrent ce qu'elles se doivent utiliser mutuellement et ne règlent que la différence. L'or peut porter de la valeur sans dépendre des mêmes canaux bancaires. Les monnaies nationales aident les pays à commercer sans utiliser le dollar comme voie principale. La crypto ajoute une couche supplémentaire car elle peut se déplacer numériquement à travers les frontières. C'est pourquoi ce système compte. Quand une voie devient difficile, une autre peut s'ouvrir. Ce n'était pas une solution magique unique. C'était une boîte à outils et à l'intérieur de cette boîte, la crypto est devenue l'un des outils les plus inhabituels. Pas totalement fiable, pas totalement contrôlé, mais trop utile pour être ignoré. Le côté obscur du système. Mais chaque nouveau rail de paiement crée une nouvelle cible. Quand la crypto commence à agir comme une voie financière, les gouvernements et les régulateurs commencent à la traiter comme telle. C'est pourquoi les plateformes d'échange, les portefeuilles, les stablecoins et les intermédiaires sont devenus partie de la bataille réglementaire. Un exemple majeur fut Garantex. Les autorités américaines ont déclaré que cette plateforme d'échange de crypto liée à la Russie avait aidé à traiter des fonds illégaux et était liée à des risques de contournement des sanctions. En mars 2025, les autorités américaines, allemandes et finlandaises ont démantelé la plateforme. Cela a montré que les voies crypto peuvent être rapides et flexibles, mais elles ne sont pas invisibles. La crypto peut aider l'argent à circuler quand les voies traditionnelles deviennent difficiles, mais ce même pouvoir attire aussi la pression, la surveillance et les fermetures. Le système ne disparaît pas de la carte. Il se déplace vers un champ de bataille différent, où les portefeuilles remplacent les comptes bancaires et où les traces blockchain deviennent des preuves financières. Pourquoi cela compte au-delà de la Russie? L'histoire plus large ne concerne pas seulement la Russie. Elle concerne ce qui se passe lorsqu'un pays moderne commence à traiter la crypto comme une infrastructure financière. Pendant des années, la crypto a été vue principalement comme un outil pour les traders, les adeptes de la technologie et les personnes cherchant à échapper aux banques normales. Mais sous une forte pression, cette image commence à changer. La crypto ne remplacera peut-être pas complètement les banques, mais elle peut créer des voies supplémentaires lorsque les systèmes normaux deviennent plus difficiles à utiliser. Cela suffit à changer la façon dont les pays pensent à l'argent. Le cas de la Russie montre comment les actifs numériques peuvent passer de la marge de la finance vers le centre du commerce. Si un pays peut tester la crypto comme un rail de secours, d'autres confrontés à la pression pourraient étudier le même modèle. L'avenir de l'argent sous pression. L'argent cherche toujours le chemin le plus facile. Quand les banques sont fiables, l'argent circule par les banques. Mais quand les banques deviennent risquées, lentes ou politiques, l'argent commence à chercher d'autres voies. C'est la principale leçon de cette histoire. La crypto n'est pas devenue utile ici simplement parce qu'elle était populaire.
Elle est devenue utile parce que la pression a créé la demande. Mais cet avenir n'est pas simple. La crypto peut déplacer de la valeur rapidement, mais elle peut aussi apporter un risque juridique. Elle peut aider le commerce à continuer, mais elle peut aussi placer les plateformes d'échange, les portefeuilles et les intermédiaires sous une surveillance intense. Chaque nouvelle voie de paiement crée un nouveau point de contrôle, et chaque point de contrôle devient un lieu où gouvernement, entreprises et régulateurs entrent en collision. La question n'est donc plus de savoir si la crypto peut déplacer de l'argent à travers les frontières. Elle le peut déjà. La grande question est de savoir qui contrôle les rails lorsque les pays commencent à l'utiliser comme une banque. Quand un pays commence à utiliser la crypto comme une banque, l'histoire ne concerne plus seulement des pièces numériques. Elle devient une histoire de pression, de commerce et de contrôle. L'expérience russe montre que lorsque les anciennes voies de paiement deviennent difficiles, les rails numériques peuvent ouvrir de nouveaux chemins. La crypto ne remplacera peut-être pas les banques du jour au lendemain, mais elle a déjà prouvé une chose. L'argent cherchera toujours un moyen de circuler. Et maintenant, la vraie question est simple. Quel pays testera ce système ensuite? Si cette histoire vous a été utile, pensez à aimer, partager et vous abonner.